IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler de sylvothérapie ce soir avec Stéphane Boistard. Il a déjà publié un livre sur la gémothérapie et là il nous propose un livre sur la sylvothérapie. Bonsoir Stéphane Boistard. Bonsoir Joël. Alors la sylvothérapie, de l'arbre médicinal à la forêt thérapeutique. Sylvothérapie, c'est un nom qui vient. Qui a inventé ce nom? Qui l'a inventé, peut-être la forêt, je sais pas. En tout cas, il a été utilisé dans les années 80 par un ingénieur forestier qui a écrit un petit livre pour indiquer que les forêts étaient aussi thérapeutiques. Il s'appelle Georges Plaisance. Et donc il avait utilisé ce mot-là, sylvothérapie. Donc ça vient de Sylve? Oui, Sylva, Sylve, comme les prénoms d'ailleurs, Sylvain, Sylvette, ça, c'est un lien avec la sylve, la forêt. Et aux États-Unis, par contre, par exemple, ils disent Nature and Forest Therapy, donc c'est la forêt et la nature en général qui est thérapeutique. Alors, comment se relier à la nature quand on ne vit pas avec elle? C'est tout le projet de ce livre. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que votre livre, c'est un livre pour pouvoir s'immerger dans la nature, et plus particulièrement avec les arbres. Oui, vous étiez forestier avant? Oula, mon parcours, ça a été effectivement, j'ai été forestier. J'ai commencé par même travailler avec des bûcherons. Ensuite, je suis rentré en tant que forestier à l'Office national des forêts. J'ai géré des forêts. Et j'en suis sorti pour pouvoir me consacrer à... Donc maintenant, ça fait à peu près 20 ans. Pour me consacrer à une approche douce des forêts, sensible, et une rencontre avec les arbres et avec ces espaces-là. Ces espaces où la forêt se déploie, que ce soit en plaine et en montagne. Et donc vous avez décidé de vivre dans la nature, plus particulièrement dans les forêts ou autour des forêts. Et en ce moment, vous voyagez un peu à travers la France. Là, vous vous déplacez, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais vous vous déplacez chez des particuliers. C'est comme ça que vous fonctionnez maintenant? En fait, j'ai plusieurs rythmes. Depuis un an à peu près, je suis devenu nomade. Je me suis mis au service, en fait, de ce travail, cette orientation en lien avec la nature, que ce soit tant pour la gémothérapie, donc les remèdes à base de bourgeons d'arbres, que la sylvothérapie. Et donc, je vais, déjà pour moi-même, je vais me retirer dans certains endroits. Comme en ce moment, je suis dans un chalet entouré d'arbres et de nature, dans la montagne pyrénéenne. Et ensuite, je vais chez des particuliers qui organisent pour moi des sessions de stage sur le thème principalement de la gémothérapie. Et sinon, je choisis des lieux qui me parlent bien pour faire des sessions de rencontres dans la forêt, plus sur la sylvothérapie. Voilà, donc ce sont à chaque fois des sessions de groupe, petits groupes en fait, on va explorer un peu ça, voilà, à travers la France et un peu en Belgique aussi. Et est-ce qu'il faut se retirer en forêt pour vivre une expérience forte et unique? Est-ce qu'il faut tenter l'ermitage pour envisager un rapprochement avec les arbres? Combien de temps il faut pour se reconnecter aux arbres? Pour se reconnecter aux arbres, il y a plusieurs façons. Il y a d'abord une façon, si vous le faites par vous-même, c'est tout un chemin, une façon de penser, c'est un peu comme avec les humains en fait, ou avec un animal. Si vous allez même voir des chevaux par exemple, vous allez voir que spontanément, ils peuvent venir vers vous, ou pas. Alors s'ils ne viennent pas vers vous, il y a tout un temps d'apprivoisement intérieur, et vous allez voir que progressivement, la rencontre est possible à travers le fait d'y aller, d'y retourner. Et puis ensuite, il y a une disposition intérieure, et donc qui mûrit avec le fait d'y aller et d'y retourner, ou de séjourner. Et dans cette disposition intérieure, eh bien, il y a une forme de rencontre qui se fait. Il y a non seulement une rencontre qui se fait par l'énergie qu'on dégage,
par une assise peut-être intérieure, quelque chose en nous qui s'ouvre progressivement à une rencontre inhabituelle. Si dans notre cadre habituel, on est plutôt citadin ou dans un environnement urbain en tout cas, eh bien, il y a une brèche là-dedans. Et dans cette brèche, il y a cette... ça devient progressivement une ouverture de plus en plus grande, hein, et qui nous relationne fortement à la nature, hein, que ça soit... Parce que dans la forêt, il n'y a pas que les arbres, il y a aussi les animaux, il y a tout ce qui est la présence de la forêt. Hein. Et donc voilà, on peut soit effectivement s'y retirer, mais c'est pas évident, parce que pour pas mal de personnes, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire. Hein. Et donc des fois, il s'agit de faire des allers-retours, soit d'être hébergé pendant un temps aux portes de la forêt, de faire des allers-retours dans la journée ou la nuit, selon ce qui nous convient le mieux. Voilà, ou sinon, bien d'y aller occasionnellement et de tisser un lien avec des lieux en particulier, ou des arbres en particulier, ou des espaces en particulier. Alors vous dites qu'une cure de sylvothérapie ou cure sylvatique dure plusieurs jours. Si les journées se succèdent, c'est une cure. Si les journées sont dissociées, on évoque plutôt le bain de forêt. Le bain de forêt, ça dure quoi? Ça dure quelques heures? Mais en fait, je suis pas sûr que ça soit... Enfin, j'ai essayé de proposer une différence, hein, parce qu'on entend de plus en plus parler de sylvothérapie, on retrouve ça dans des magazines. Il y a plein de livres qui sont sortis sur le sujet. En fait, en gros, certains même appellent douche de forêt, bain de forêt. C'est issu d'une terminologie qui vient du Japon, où suite à des travaux universitaires, ils ont mis en place des sessions dans la forêt de quelques heures à une paire de jours, parce qu'ils se sont rendus compte que ça portait des bienfaits pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines parfois. Donc en fait, il y a des sessions qui peuvent être courtes, de quelques heures, et d'autres qui sont vraiment ces immersions plus longues, un retrait de notre monde habituel où il se passe autre chose à ce moment-là. Et voilà, c'est plus là, dans ce moment-là, ce qu'on pourrait appeler une retraite ou une cure sylvatique. Alors les bienfaits, ce sont surtout des bienfaits sur l'air, puisque on sait que l'air extérieur est pollué, mais aussi que l'air de nos intérieurs l'est souvent, pas uniquement au sein de notre habitation, mais également sur notre lieu de travail, dans les transports en commun, à l'école, dans les magasins. Et nous passons en moyenne 80% de notre temps dans des lieux fermés. Donc l'intérêt, c'est aussi le premier intérêt, c'est d'aller s'aérer et de se prendre un bain d'oxygène, on peut dire. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est le premier intérêt, mais en tout cas, c'est effectivement un des intérêts majeurs. Effectivement, faire rentrer un air vivifié, un air vivifiant. Et peut-être aussi, un des intérêts majeurs, c'est de sentir qu'en nous, il y a quelque chose qui s'apaise. Hein, si vous fermez les yeux un petit peu et que vous imaginez des arbres ou une forêt qui est là et dont les arbres ondulent tranquillement au vent, que l'ambiance dans cette forêt est paisible, qu'il n'y a aucun danger. Il y a juste le fait d'être posé là, avec des arbres, avec un paysage, avec des roches peut-être, quel que soit l'endroit où vous allez. Et donc il y a cet apaisement. Et il y a un changement aussi dans nos rythmes intérieurs, le rythme de nos pensées, le rythme de notre cœur, notre pulsation cardiaque, le rythme de nos agitations. D'un seul coup, ça se pose et ça s'apaise. Et donc, il y a effectivement, ça respire, et il y a aussi, ça s'apaise, ça se pose, ça se calme. Le merveilleux, c'est que ça se fait presque à notre insu, puisqu'on n'a pas d'effort à fournir, en fait. Il y a juste à y aller. Le seul effort, c'est d'y aller. Et l'effort suivant, c'est d'accepter de se poser un petit peu, ou de s'ouvrir. Et si nous n'avons pas les clés, de demander à des personnes dont
c'est une pratique de nous accompagner. Hein. Vous voyez, comme quand vous méditez, par exemple, vous pouvez méditer tout seul, mais des fois c'est pas simple. Il nous faut un contexte ou un rendez-vous ou pour aller dans un lieu où la pratique est déjà faite, et ça nous aide à mettre en place quelque chose en nous, une orientation, une attitude, une posture intérieure et extérieure, voilà, un ensemble de choses. Et on retrouve ça dans le fait d'aller avec des personnes qui pratiquent justement cette différentes formes de sylvothérapie en fait. Donc au Japon ça s'appelle le Shinrin Yoku. Oui. Yoku peut-être, Shinrin Yoku, et c'est prescrit dans le cadre de nombreuses maladies comme les cancers. Et vous dites que le premier aspect consiste en une conception énergétique de l'être que nous sommes. Nous sommes une information, une vibration particulière, et tout ce qui existe est aussi une vibration. Donc c'est aussi se relier à une vibration, même sans s'en rendre compte, puisque tout vibre. Oui, exactement. En fait, si vous regardez bien, même si on observe une émotion, par exemple une émotion qu'on considère négative, la colère, quand vous sentez la colère en vous, il y a une énergie et vous la sentez. Et autour de vous, les personnes vont sentir ce qui émane de vous, cette vibration qui vient rencontrer leur propre vibration, leur propre champ aussi personnel, énergétique, mais ce qui émane d'eux. Et comme ça, il y a des vagues vibratoires qui circulent. Et quand vous êtes en forêt, les arbres laissent émaner aussi ces vibrations à travers leur présence, à travers leur parfum, à travers les couleurs qui sont là, à travers les différences de température que nous avons. Il y a un ensemble d'informations qui circulent et qui viennent nous alimenter et nous vivifier. C'est pas le même air qui frôle un mur en béton que celui qui va frôler le tronc d'un arbre. Vous voyez? Ou c'est peut-être le même au départ, mais il reçoit une information qui va le changer. Et donc, du coup, ça nous amène beaucoup de vitalité. Et on s'éloigne peut-être dans ces moments-là, progressivement, d'un bain de forêt qui serait à pure vocation d'apaisement ou de dynamiser les défenses immunitaires. Mais on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Une relation choisie, une relation ouverte entre des êtres qui vivent sur un lieu, la forêt, qui ne bougent pas, qui n'attendent que nous, les arbres, par exemple, ou qui bougent, les animaux, par exemple, et nous-mêmes qui avons la possibilité de nous y rendre, ou pas d'ailleurs. D'accord, on peut parler de Toronto, ce qui s'est passé à cette initiative de Toronto, et aussi ce que vous voudriez faire, c'est assez étonnant. À Toronto, donc, des citoyens proposent de gérer une partie du bien commun, le patrimoine forestier de la ville, et de s'impliquer conjointement avec les fonctionnaires, des décisionnaires aussi, jusqu'au personnel d'entretien. Et cela fonctionne. Et vous avez déjà sollicité des municipalités en leur proposant de réserver 1 ou 2 hectares comme espace paisible méditatif parmi les milliers d'hectares. Et qu'est-ce qui se passe quand vous proposez ça aux municipalités? En fait, je le propose un peu à droite à gauche, pas qu'aux municipalités. Je suis allé voir des gestionnaires de forêt même, et je me suis même rendu dans des écoles forestières pour leur parler de cette approche de la forêt qui n'est pas une forêt de production, où l'arbre n'est pas une future poutre ou un futur meuble ou un feu qui est en train de pousser en fait sous forme d'arbre et qu'on va couper pour mettre dans la cheminée. J'ai donné en fait une proposition que nous échangions sur la forêt thérapeutique, sur la forêt médicinale. Et bien souvent, en fait, l'idée n'est pas reçue. C'est pour ça que des livres sortent, des magazines en parlent. Pour l'instant, des espaces qui seraient dédiés, donc que ce soit des espaces, des parties de forêt, voire des forêts, qui seraient pour l'accueil
mais un accueil à une orientation de relation, ou médicinale même, hein, puisqu'il y a des cueillettes qui peuvent se faire en forêt. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Le pont n'est pas encore fait entre la forêt telle qu'elle est perçue par les gestionnaires. Hein. Donc, du coup, pour l'instant, l'écho est parfois c'est assez amusé, parfois c'est intéressé, mais ça va pas plus loin. Donc j'imagine que même en venant partager dans votre radio ou en écrivant des livres ou à travers tout ce qui se passe sur ces sujets, que des forêts à orientation thérapeutique, hein, avec des personnes qui sont là pour accompagner des individus ou des groupes, des forêts à destination de cueillette de bourgeons ou en tout cas qui soient réservés par rapport à de la production, eh bien ça va peut-être émerger. J'y crois bien en tout cas. Et ça existe sur d'autres continents, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait ici. C'était plutôt des pratiques traditionnelles, en tout cas les cueillettes. Hein. Et il y a des chances que ça se remette en place. En tout cas, j'ai bon espoir là-dessus. Le monde est en train de changer et j'ai espoir qu'on va avoir une autre conscience et une autre approche des forêts. Alors, en pratique, vous avez 4 clés pour la sylvothérapie. La première clé, c'est le mouvement. Donc, ça serait plutôt d'aller vers quelque part la lenteur, c'est-à-dire de ralentir un peu aussi. Hein. Ça peut nous faire du bien de ralentir et d'être un peu dans le silence. Oui, et parfois c'est pas facile, hein, parce que ralentir, quand on a une habitude de fonctionnement, eh bien c'est pas simple. Alors c'est pour ça que des fois il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Par exemple, s'allonger au pied d'un arbre ou au bord d'une rivière, hein, ou mettre un hamac entre 2 arbres. Hein. Et vous allez vous rendre compte que même si vous souhaitiez, imaginez que vous allez amener des dossiers ou un livre à lire, hein, parce que vous pensez que dans le silence et dans le calme, vous risquez de vous embêter, eh bien là, vous allez commencer à ouvrir votre dossier, vous allez commencer à ouvrir votre livre éventuellement, ou le magazine, et vous allez remarquer assez rapidement que ça sera difficile de continuer, parce qu'il y a quelque chose en vous qui se pose, hein, à votre insu, presque malgré vous. Et comme ça se pose, hein, comme ça se laisse bercer par l'ambiance, eh bien, il y a un calme qui vient. Et ce calme amène une lenteur et amène souvent une fatigue. Des fois, il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles vont dormir pendant des semaines quand elles sortent d'une forêt. Tellement la nervosité s'est calmée, tellement le stress accumulé pendant des jours ou des semaines ou des années vient se poser, se déposer, et là il y a un apaisement qui émerge. Il y a une lenteur et un apaisement naturel. La forêt est pas speed. Dans la forêt il y a pas trop de speed. Bon, des fois il y a des animaux qui se déplacent un peu vite, mais à part ça, c'est tranquille. C'est un espace qui a son harmonie. Et quand nous y allons, nous retournons dans un espace qui est assez harmonieux et qui nous ramène à l'harmonie, en fait, naturellement. Il n'y a rien à faire, en gros. Juste y aller, effectivement. Juste trouver le bon endroit. Pour ça, cheminer un peu et voir un endroit où vous pouvez accéder facilement sur plusieurs reprises. Soit y aller de temps en temps, en fin de semaine, soit y séjourner quelques jours à proximité, et en vous rendant régulièrement sur ce lieu, il se dévoile, il se découvre, il se manifeste progressivement, un peu comme une rencontre humaine. Si vous allez sur un lieu en touriste, c'est pas pareil que si vous y séjournez quelque temps. Les rencontres ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Et ça nous invite au vagabondage. Vous dites que dans notre quotidien, il est rare d'observer à quel point nos pensées nous dirigent, nous gouvernent et nous obsèdent. Là, dans la forêt, les interruptions répétées
nous permettent de prendre conscience, d'expérimenter pleinement qu'il est possible d'interrompre le flux continu des pensées habituelles. Vous parlez du vol du papillon qui amène une autre pensée peut-être. Donc l'intérêt aussi de... Les pensées on peut dire que dans la forêt, les pensées se calment un peu. Hein. Oui, dans la forêt, le merveilleux est possible à chaque instant. Un parfum va venir vous interrompre dans le cheminement de vos pensées. Le vol d'un papillon. Il y a de la beauté naturelle qui réside là. Il y a de la surprise si vous êtes en train de marcher et que là, vous marchez et un cerf apparaît un peu plus loin sur le chemin. Et il est calme. Eh bien, vos pensées vont s'arrêter. Vous êtes saisi, non pas par une peur ou par un danger potentiel, mais par la beauté de l'animal, puisque, a priori, dans nos forêts françaises, en tout cas, il y a peu d'animaux dangereux. Hein. Il faut avoir quelques précautions avec des serpents, par exemple, mais un serpent ne va pas vous sauter à la gorge, ils sont tranquilles. Il y a peu de chances que vous en voyez, tellement ils sont discrets d'ailleurs. Donc du coup, vous allez rencontrer des animaux, vous allez rencontrer au détour d'un chemin une clairière magnifique. Hein. Vous allez vous rapprocher d'une rivière qui chante et qui dévale les pentes d'une montagne, par exemple. Et là où vos pensées étaient parties dans quelque chose peut-être d'habituel, vous étiez en train de penser peut-être un peu comme dans votre quotidien, d'un seul coup c'est interrompu et ça change le cours de vos pensées. Ça change leur rythme, ça change leur couleur, leur teinte, ça change leur orientation. Et si vous voyez un papillon s'envoler devant vous, ou deux papillons voler ensemble, comme ils peuvent des fois danser dans l'air, eh bien, vos pensées, elles vont peut-être s'attarder sur ce vol de papillons, s'attarder dans la beauté, s'attarder dans cette relation vivante et voletante. Et il se passe quelque chose en vous. Et quand vous reprenez la marche, éventuellement, vous vous rendez compte que vos pensées ne sont plus les mêmes. C'est amusant, vous dites dans votre livre, je ne sais plus qui vous dit ça, que les papillons sont des fleurs qui volent. Oui. C'est une belle image. Ça nous invite aussi à l'abandon. Vous dites d'aller dans les forêts. La vie est une succession d'abandons qui amènent croissance et changement. La nature nous montre régulièrement que l'abandon, qui peut être vécu comme une blessure, est surtout une étape nécessaire à la croissance. On s'abandonne quand on va en forêt, et il y a aussi tout le cycle de la vie qui fait que on se rend compte que même si un arbre est dénudé ou un arbre est sec, comme on dit, il y a une différence entre un arbre sec qui est souvent qualifié de mort d'un arbre dénudé, on s'abandonne devant aussi cette nature qui change. Tout à fait. Tout à fait. Et rappelez-vous aussi, des fois en hiver, on a l'impression que cette idée que la nature, on va dire que les arbres étant dénudés, il y a cette notion un peu de mort qui vient. Mais il y a autre chose qui émerge. Vous savez très bien, quand vous allez dans une forêt où les arbres sont défeuillés, il y a de grandes chances qu'ils deviennent feuillés au printemps. Et il y a vraiment cette notion cyclique qui est là en nous et qui fait qu'il y a un avenir prometteur. Il y a bientôt quelque chose qui va se passer, qui va faire que dans la forêt, un éveil va se produire. Donc même en hiver, ce qu'on pourrait considérer comme latent, invisible ou mort, n'est pas si mort que ça. Et moi j'aime beaucoup cette expérience qui est relatée dans le livre de Ernst Zucker, L'arbre entre visible et invisible. C'est ce scientifique et donc il en parle dans ses conférences. Alors, de mémoire, c'est à peu près ça. Il y a un scientifique qui, je crois qu'il est à la retraite, et qui a des arbres devant chez lui, qui a des chênes notamment et des hêtres. Et il se dit, tiens, j'ai remarqué qu'au printemps, les bourgeons s'ouvrent, et j'ai bien remarqué que les hêtres ne s'ouvraient pas en même temps que les chênes. Mais ce que je voudrais voir, si
l'ensemble des êtres devant chez moi s'ouvrent en même temps. Et les chênes, pareil, est-ce qu'ils s'ouvrent tous en même temps? Et sinon, dans quel rythme ils le font? Et ils placent des petits capteurs sur les bourgeons qui sont censés mesurer donc l'ouverture progressive des bourgeons. Et étrangement, ces capteurs, au lieu de montrer une ouverture progressive des bourgeons, montrent que le bourgeon commence à gonfler puis se rétracte, se dilate à nouveau, puis se contracte. Et en fait, il y a une rythmique, comme une respiration, un peu comme on a nos poumons, qui ont cette rythmique par exemple. Et c'est dit, c'est bizarre parce que cette rythmique qui est là quand les bourgeons sont fermés, où à l'œil nu je n'arrive pas à voir que effectivement ça respire, c'est là, ça se dilate et ça se contracte. Et il se pose la question à quoi c'est relié. Et après avoir longtemps cherché, il s'est rendu compte que le chêne, par exemple, respirait en gros avec cette rythmique en fonction de la position de la planète Mars dans notre vis-à-vis de la Terre en fait, dans notre système solaire. Et c'est intéressant de voir que chaque arbre est aussi relié en permanence à une ou plusieurs planètes et que même en hiver, ça respire, ça se dilate et ça se contracte. Alors qu'en apparence, quand vous êtes dans une forêt feuillue, il y a une forme d'immobilité. C'est en train de respirer doucement. C'est en train de proposer une respiration, presque une respiration des étoiles. Vous savez, c'est un champ cosmique qu'on a en fait. Puisque en gros, chaque groupe, chaque essence d'arbre est reliée à des planètes. Ça vient... c'est comme si les planètes venaient dans la forêt, s'inviter et proposer une respiration. Nous respirons avec l'ensemble de l'univers, en fait. Oui. Même quand les feuilles ne sont pas là. IDFM 98 de la Bande FM, seconde partie de cet entretien avec Stéphane Boistard sur la sylvothérapie. Stéphane Boistard, on vient de parler des arbres là et de leur respiration. Je ne sais plus dans quelle tradition il est dit que l'arbre était bien avant nous sur Terre et que comme il avait envie de se déplacer, il a inventé l'homme. Vous la connaissez cette histoire? Il y a plein de traditions puisqu'en fait avant déjà sur tous les continents et les arbres avaient une place importante à proximité des humains. Il y avait toujours des bois sacrés, des arbres sacrés, des temples dédiés aux arbres. Et ça existe et ça perdure. Dans certaines traditions, pour savoir comment va une personne, on va voir son arbre apparenté. Et si l'arbre communique une information, et on voit comment on peut aider une personne qui va mal. Ça c'est dans des traditions de peuples encore fortement en lien avec la nature. Il y a plein d'histoires à l'intérieur de votre livre, dont cette histoire de Nelson Mandela, qui à son arrivée en prison était brisé. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui, pour qu'il arrive à supporter les premières années? Oui, j'ai essayé de mettre quelques anecdotes dans ce livre. Effectivement, ça m'avait touché c'est une belle histoire. Ce témoignage de Nelson Mandela. Je ne sais plus où je l'avais lu et qui vraiment s'était pris, on va dire, d'amitié avec une plante et ça l'a fortement aidé. C'était au-delà d'un compagnon végétal en fait. C'était une source de vie, une source d'espoir. Et oui, c'est relaté dans certains écrits qui traitent de son moment où il était en prison en fait. Tout à l'heure vous disiez que la forêt n'était pas dangereuse. Racontez-nous l'histoire du sanglier. J'en ai écrit une dans le livre, mais j'en ai une qui m'est arrivée récemment, il y a à peu près 3 semaines. Je vais vous relater celle-là. En fait, j'étais à peut-être 500 mètres d'un village, pas très loin. Je m'étais éloigné un peu dans la forêt, je m'étais posé. Et c'était fin de journée, et je me sentais bien. Je me sentais si bien que je me sentais posé à moi-même.
respirant avec ce qui était présent. Et j'étais complètement dans cette présence, ouverte, paisible. Et à ce moment-là, nous étions deux en fait. Et la proposition, c'était de se poser tous les deux dans cette présence paisible. Et à ce moment-là, j'entends un peu au loin des grognements. Et la personne qui est avec moi me regarde en se demandant si peut-être il fallait faire un bruit par crainte que les sangliers, on ne savait pas combien il y en avait, par crainte que les sangliers éventuellement nous chargent ou autre, qu'il y ait un quelconque danger. Et moi, je sentais que la présence était bienveillante alentour, comme ça l'est souvent. Et donc, je lui fais signe de se calmer, de continuer à respirer, de rester dans cette ouverture, dans cette présence de la forêt, tranquille, paisible, en restant assis et en bougeant le moins possible. Et là arrive à quelques mètres de nous un petit sanglier, un bébé avec sa maman. Et ils ne nous aperçoivent pas, ils ne perçoivent pas notre présence tant nous nous fondons avec l'environnement, avec ce qui est là. Et comme il s'approchait de nous, en fait, mon ami a d'un seul coup eu un petit sursaut. Elle est un peu sortie de cette présence paisible pour une petite peur, peut-être qu'il a visité en tout cas, ou la curiosité de voir ces sangliers qui étaient là. Et à ce moment-là, la maman sanglier nous a perçus. Elle a perçu notre présence. Elle a perçu notre énergie qui changeait un peu, même si ça a été fugace. Même une fraction de seconde, puisque mon ami est revenu assez rapidement à cette présence, mais d'y être sorti même une fraction de seconde a fait que la maman sanglier nous a perçus. Et donc du coup, elle a rechoné un peu à son petit, en lui disant de faire demi-tour, et puis elle a fait demi-tour, en fait, elle lui a... Et c'était marrant de voir ça, en fait, il a fait demi-tour, et elle pareil, et puis ils ont trottiné, ils sont pas partis en cavalant, hein, ils sont partis en trottinant, et il y avait eu un petit dérangement, en fait. C'était une belle rencontre. Est-ce que vous rencontrez des chasseurs aussi? Est-ce qu'eux, ils sont pas plus dangereux que les sangliers? Alors peut-être que, effectivement, moi je trouve que dans la forêt, déjà par rapport aux villes, l'ambiance est différente. Et pour moi, l'humain n'a pas forcément toujours la même bienveillance que peuvent avoir les animaux dans la nature. Et donc, et avec les chasseurs, donc j'ai des amis chasseurs, et c'est vrai qu'il faut trouver un terrain d'entente quand on veut aller en forêt, puisque la chasse est ouverte, donc souvent les jours de repos scolaire, on va dire, les week-ends, le mercredi, et les jours fériés, et une bonne partie de l'année. Donc c'est vrai que la cohabitation n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que j'aimerais travailler aussi sur des forêts avec une gestion différente de la forêt, et qui est dans ces forêts thérapeutiques, notamment des forêts qui soient réservées, qui soient exemptes de chasse, et certaines exemptes d'une forme d'exploitation. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai proposé, en fin du livre, que je suis prêt à m'impliquer dans ce type de projet, et j'aimerais bien, à un moment ou à un autre, si j'en ai les moyens, mettre en place un lieu de reconnexion à la nature, de reconnexion aux forêts. Une sorte de parc gardé, quoi, une forêt gardée, protégée. Des forêts, en fait, où on vient se reconnecter, où on sait qu'il y a déjà, sur le lieu, une rencontre. Vous savez, il y a un arbre avec lequel je suis allé méditer pendant 3 ans, tous les jours. Et c'est bizarre parce que quand on s'en approche, et pas mal de personnes y sont allées, en fait, il est là à nous accueillir, comme s'il disait, ah, ce petit être-là vient se poser à mes pieds, je connais déjà ça. Eh bien, je mets un peu mon tronc avec un peu de douceur. Et en fait, il y a un peu de quelque chose comme ça. Il y a, sur un lieu où vous allez un peu méditer avec les arbres, vous allez les rencontrer dans la douceur. Vous allez venir dans un état paisible, où vous allez rencontrer en tout cas cet espace paisible de la forêt. La forêt fait un écho, et j'aimerais bien un jour qu'il y ait un lieu comme ça, un espace, un lieu paisible, un lieu de paix qui inclut la forêt. Voyez,
Et donc ça, c'est un peu un rêve qui, je pense, peut devenir réalité. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas donné, mais ça peut le devenir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'hésicasme? C'est comme ça qu'on dit. Ah, l'hésicasme. Oui. Oui. L'hésicasme. Alors, j'aime beaucoup Jean-Yves Leloup qui en parle et qui introduit cette notion aussi que lui il a rencontrée auprès de moines. Donc c'est une tradition qui est pratiquée par des chrétiens, notamment des orthodoxes, hein, qui est un retour à la paix. Hein, l'hésychia, c'est la paix. Pas la paix qui est entre toi et moi, mais la paix qui existe en toute chose. Une paix paisible, on pourrait dire. Et pour ça, il y a plusieurs chemins qui sont proposés, plusieurs voies. Et une voie est d'aller méditer avec la nature. Va méditer avec l'arbre. Et peut-être que progressivement, en méditant avec l'arbre, eh bien, l'arbre médite avec toi. Progressivement, en méditant comme l'arbre, eh bien, l'arbre respire ou vit un peu plus en toi. Et peut-être que même si de ta méditation, il y a des prières qui émergent, mais peut-être que l'arbre prie en toi. Et donc c'est une invitation à accueillir non seulement la paix, mais dans cette paix une reliance à tout ce qui est, et un abandon progressif de ce qui en nous veut gérer, veut contrôler, veut saisir. Hein, cette part souvent qu'on appelle l'ego. Voilà, et chez les chrétiens, on va retrouver ça dans en gros, que ta volonté soit faite. Hein. Pas ma volonté, mais ta volonté. Eh bien, on apprend ça avec un arbre, on apprend ça avec une fleur, on apprend ça avec un oiseau, on apprend ça avec une montagne ou un lac. Et la méditation, voyez bien, si vous avez une image d'un lac paisible, si pendant quelques instants même vous fermez les yeux et que vous pensez à un lac paisible, eh bien il y a déjà un calme qui émane de l'image. Il y a une énergie particulière. Et si vous allez effectivement au bord d'un lac paisible, eh bien naturellement, si le seul effort que vous faites, c'est de rester ouvert à ce qui est, et bien naturellement, vos pensées vont changer. Votre stress, éventuellement, va sortir, parce que c'est la paix qui rentre. Et la paix et le stress ne peuvent pas cohabiter ensemble, il y a une alternance. Et en étant devant ce lac, ou devant un arbre, eh bien, dans cette alternance, il y a plus de paix et moins de stress. Et progressivement, la paix prend de plus en plus sa place. Et la nature prend de plus en plus sa place en vous. Et quand vous parlez, peut-être il y a un peu le parfum d'un arbre par votre voix, le parfum de votre haleine à cet air chargé de ce qui passe au-dessus du lac à ce moment-là. Tout votre être devient inspiré par la présence de la nature. Et vous pensez aussi, vous œuvrez différemment dans le monde. Après une journée en forêt, le corps humain produit 30% de cellules immunitaires en plus. En 2 jours, il en produit 50% de plus. Donc c'est aussi un apport au niveau de la santé. Vous dites qu'il faut déposer son armure et observer les choses. Vous écrivez « Observez la feuille sereinement, sans être trop intrusif. Essayez un regard papillon qui se pose avec délicatesse sur la feuille. Observez, la feuille va vibrer ou elle va trembler ou même s'agiter sous l'effet d'une brise interrompue. » C'est vrai que dès qu'on demande une information à l'arbre, quelque part il nous répond. Hein. C'est amusant ça. Oui,
Oui, par bienveillance, et parce qu'on a besoin de passer par nos sens et on a besoin de preuves. Il y a encore ces réponses, effectivement, des arbres, mais même de toute plante. Et j'évoque les arbres parce que pour les animaux, c'est déjà connu, mais pour les plantes, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et c'est vraiment une invitation à aller dans quelque chose de sensible en termes de relations et de communication. Et ces travaux que j'ai évoqués, c'est effectivement la base de la sylvothérapie qui a été posée au Japon et qui a permis de l'associer à différents traitements. C'est pour ça que c'est évoqué aussi en aide par rapport pour des terrains cancériniques et pour des traitements de cancer, où le fait d'aller en forêt va apporter vitalité, va soutenir en tout cas les traitements en cours. Et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur au Japon, et même en Asie, en Corée. Je crois j'avais lu un chiffre qui avait été donné il y avait au moins quelques centaines d'étudiants donc en université qui faisaient un cycle de guides, d'accompagnants pour la sylvothérapie en fait dans les forêts, qui étaient dédiés à ça. Et il y a des bienfaits qui sont mesurables et qui encouragent à utiliser cette rencontre avec la nature en parallèle de différents traitements, pour nous ramener non seulement des choses qui sont mesurables, mais aussi de la vitalité. Pas forcément mesurable à quel point l'air vivifiant de la forêt va nous apporter dans des espaces en nous qui sont plutôt morbides, qui sont plutôt resserrés ou sombres, va apporter un dégagement, va apporter un mouvement. Et il y a un ensemble de choses qui sont mesurables et d'autres qui ne le sont pas. Et je suis persuadé que faire un retrait dans la nature, que vous soyez accompagné ou pas, va vous apporter de nombreux bienfaits. L'accompagnement aide à sortir de nos habitudes un peu plus rapidement. Là où quelqu'un qui va peut-être mettre quelques jours à changer peut-être de façon de penser, dans les rythmes de pensée, dans le besoin de contrôle, de maîtrise, en étant avec quelqu'un plutôt calme, qui va inviter au calme, qui va trouver peut-être par quelle voie amener à la rencontre de la forêt, eh bien ça va aider à nous poser et à effectivement non seulement rencontrer la nature, mais rencontrer une part de notre nature profonde, de notre nature intérieure, une part paisible, une part confiante, une part ouverte, une part heureuse. Voilà, et donc c'est un peu cette invitation que fait la sylvothérapie. Alors vous dites de déployer nos antennes, un peu comme des papillons, de retrouver un peu des antennes qui nous pousseraient. Ce qui m'a surtout étonné, vous expliquez comment vous faites quand vous emmenez des groupes. Donc là, vous proposez à des personnes de se mettre en binôme, un qui voit et l'autre qui a les yeux fermés, qui a les yeux bandés. Le voyant amène l'aveugle, celui qui a les yeux bandés, à son arbre, le laisse découvrir le tronc tranquillement, puis l'aveugle devait dire ce qui lui passait par la tête, même si cela ne semblait pas avoir de sens. Et là, il y avait 12 participants, donc 6 binômes, et vous avez pu constater à la fin de l'activité que sans connaître la question du voyant, l'aveugle lui donnait une réponse, comme si c'était l'arbre qui donnait la réponse, et comme s'il y avait un cerveau à l'extérieur de tout, et qu'on se reliait à cette source. Effectivement. L'invitation, c'est entre une pensée qui dit « je veux » et une pensée qui dit « j'accepte ». J'accepte une réponse. Et c'est laisser fleurir à nous, c'est accepter que nous sommes un peu comme une fleur, et qu'un parfum va émerger en nous. Ce parfum, c'est une réponse à une question. C'est ce qu'on pourrait appeler une intuition. Et ça va émerger parce que nous nous mettons dans la posture de la fleur. Parce que nous acceptons que ça nous traverse, au lieu que ça soit quelque chose de pesé, de mesuré,
de penser avec un ensemble de paramètres. C'est accepter qu'il y a un ensemble de paramètres que nous ne connaissons pas et qui, d'ailleurs, c'est pas important, et que la réponse émerge. Et effectivement, il y a des exercices qui sont très, très surprenants. Très. Il y a des réponses à des problématiques que nous avons qui émergent alors que nous n'y aurions peut-être jamais pensé. J'ai vu récemment qu'il y a certains chercheurs qui cherchent des solutions, par exemple, d'un point de vue environnemental. Là où ils bloquent, ils vont demander à des enfants d'imaginer des solutions. Et les enfants qui sont dans cette créativité sans limite inventent des choses qui n'auraient pas forcément été pensées par un cerveau adulte. Et en le réalisant, les scientifiques se sont rendus compte que ça fonctionnait. En fait, nous avons cette possibilité de nous connecter à une autre forme d'intelligence. Quand nous arrêtons de croire à tout ce qui est arrêté en nous, tout ce qui peut être mesuré, contrôlé, tout ce que nous pensons savoir, il y a un autre savoir qui émerge. Et c'est une possibilité. Quand nous sommes dans l'apaisement ou dans la bienveillance, émergent des réponses complètement surprenantes parfois, et qui sont à prendre en compte et qui peuvent apporter à différents niveaux. Ça peut être une question purement pratique dans votre activité professionnelle, dans votre vie familiale, dans quel que soit le questionnement. Il m'est arrivé à montagne de me perdre, et en me perdant, j'ai demandé à la nature par où je vais, à gauche, à droite, et comme ça, dans des endroits, dans des hautes montagnes, c'était intéressant de suivre cette réponse, dans la confiance. Parce que quoi qu'il en soit, quoi que nous fassions, même si c'est quelque chose que nous avons prévu, ça ne se passe jamais comme on veut. Ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Il y a toujours un couac qui va émerger. Tant qu'à faire, autant se poser dans la paix et suivre la réponse qui émane de cet espace paisible. Alors, avec confiance. Oui, en 2000, vous dites que vous avez vu pour la première fois un ange. C'est vous qui dites ça? Oui. C'était un ange féminin. Quand elle s'est approchée de moi, elle rayonnait de grâce. Je m'attendais à un message assez long. Elle m'a juste dit que la terre vibre. Et dans votre livre, vous parlez aussi du changement de la terre au niveau des saisons. Et la terre vibre, c'est clair qu'elle vibre. Je pense qu'on s'en rend tous compte, plus ou moins. Oui. Ce qu'il y a, c'est que nous vivons ça de façon assez isolée et parfois assez déconnectée quand on est en ville, puisqu'il y a d'autres sollicitations qui viennent fortement nous solliciter de prime abord, et même parfois des agressions. On voit certains bruits, certains rythmes, certaines odeurs en ville peuvent être assez agressives. Et donc ça nécessite une forme d'armure et qui des fois nous déconnecte, bien souvent nous déconnecte de la nature. Et c'est là que je suis surpris quand les citadins viennent dans les forêts, qu'en très peu de temps, ils arrivent à déposer cette armure et à s'ouvrir à la présence de la forêt. Là où les personnes comme moi qui ont plus l'habitude d'être en campagne ou en forêt, quand on vient en ville, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur de trouver ou de mettre une armure. Et donc on est souvent très fatigué, épuisé quand on va en ville, et c'est un environnement pour nous qui peut être assez toxique. Et le fait que la Terre vibre nous rappelle aussi qu'il y a cette diversité humaine. Comme on la voit, il y a des chênes, il y a des aulnes, il y a des frênes. Au niveau des arbres, on le voit aussi au niveau des animaux. On voit très bien qu'un poisson, c'est pas un oiseau, que le cheval, c'est pas un mouton. Et donc, les humains, même si en apparence, nous nous ressemblons, il y a des groupes, il y a des énergies qui sont différentes, qui sont plus ou moins sensibles à ces changements de la nature, à ces changements de la Terre. Et il y a on est peut-être à une époque où il y a le retour à la tribu, le retour à retrouver notre famille énergétique, notre famille. Vous savez, moi j'aime beaucoup cette image, se retrouver autour d'un feu. D'ailleurs, j'aime bien faire des petits feux de camp où on fait notre campement et où il y a ce côté tribu qui se rassemble là et où on peut même ne pas parler, être ensemble avec des
avec notre tribu, avec des personnes avec qui on sent que la relation est simple et naturelle. Et dans ces changements de vibration de la Terre, de notre planète, eh bien, il y a cette invitation aussi à recréer des tribus et à s'entraider les uns les autres. Vous nous faites rêver. Alors, il y a tout un chapitre sur la gémothérapie qui est intéressant, c'est-à-dire savoir comment se soigner pour telle ou telle pathologie avec des bourgeons. Je vous remercie, Stéphane Boistard. Sylvothérapie, de l'arbre médicinal à la forêt thérapeutique, c'est publié chez Terran, T-E-2-R-A-N. Donc chez Terran, c'est notre façon de marcher sur la terre qui la rend sacrée. Je trouve que cette phrase est importante, c'est qu'on se rend pas compte à quel point toute la journée on marche, que ce soit sur le bitume ou ailleurs, et qu'on pourrait peut-être marcher un peu plus doucement, mais expliquer pourquoi les gens se rendent compte à quel point il faut faire attention à la façon dont on marche sur la terre, parce qu'en dessous de la terre, il y a plein de choses quand même, sous nos pas. Oui, c'est effectivement, il y a cette parole de sagesse qui est... c'est la façon dont on marche sur la terre et qui la rend sacrée. C'est à la fois effectivement le poids que nous y mettons, c'est une posture physique, mais c'est à la fois un mouvement, mais c'est aussi une posture intérieure et un mouvement intérieur. Et c'est vrai que dans ce livre, tout en essayant d'apporter des éléments pratiques, j'ai souhaité inviter à différentes postures, différents regards, pour que chacun puisse essayer, expérimenter la relation à la nature. Et il y a vraiment ce souhait que cette bienveillance et cette paix qui habite cette harmonie qui est dans la nature et qui est en chaque être, puissent communiquer l'une avec l'autre, se relationner l'une à l'autre, et que ça fasse un pas de plus pour plus de paix en nous, autour de nous en fait. Et que notre regard, notre relation aux forêts change à titre individuel et à titre collectif. Et je suis très heureux d'avoir participé à cette émission radio et très heureux d'avoir écrit aussi ce livre. C'est une façon de participer, de faire entendre une voix de la forêt en fait. C'est un peu la forêt qui s'exprime dans ce livre et j'en suis très très heureux. Et nous sommes très heureux de vous avoir entendu parce que votre voix est apaisante. On voit que vous passez beaucoup de temps ailleurs que dans le tumulte des villes et que vous marchez à un autre rythme que le nôtre et ça nous a fait du bien. Je vous remercie, Stéphane Boistard. Si on veut vous retrouver, parce que comme vous le dites à la fin de votre livre, vous ouvrez la possibilité à ceux qui ont en fait envie d'ouvrir des forêts thérapeutiques, comment vous contactez, vous qui bougez tout le temps? Eh bien, j'ai un site internet qui est stéphaneboistard.com. Et sinon, j'œuvre pas mal dans une association qui s'appelle Nature Sensible. Donc, soit par ce biais-là, soit par l'autre, on peut me contacter et j'essaie d'avoir accès à mes mails assez régulièrement et de répondre ensuite le plus rapidement possible. Il s'agit d'avoir parfois un peu de patience, mais en général, au bout d'une semaine maximum, on a une réponse. D'accord, donc si vous avez une forêt, si vous êtes propriétaire d'une forêt domaniale et que vous voulez la préserver, parce qu'on a oublié de dire en plus que vous vous en occupiez des arbres, c'est-à-dire vous n'allez pas les abîmer, vous allez plutôt être... Ça marche dans les deux sens, c'est des forêts thérapeutiques, mais pour l'arbre aussi. Si vous êtes propriétaire d'une grande forêt domaniale et que vous ne savez pas quoi en faire, eh ben vous allez sur Stéphane Boistard, boistard.com. Je vous remercie, Stéphane. Merci, Joël. Merci à vous, en tout cas, pour votre travail. Merci.